En 1985, vous êtes au secrétaire général du Conseil central du Montréal métropolitain. Expliquez-moi, c'est quoi ça, le Conseil central, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça? Oui, bien écoutez, c'est un des organismes régionaux de la CSN. Il y en a 13 au total dans l'ensemble du Québec. Et les conseils centraux, contrairement aux fédérations, ne négocient pas, ne s'occupent pas de l'administration, des griefs, de la convention collective. Ça relève de la fédération. Les conseils centraux, c'est l'union de l'ensemble des syndicats du secteur public, du secteur privé. Sa première job, c'est de développer la solidarité, c'est de venir en appui aux luttes, et c'est toute la dimension socio-politique qui entre en ligne de compte. Les dossiers sociaux. Les dossiers sociaux. Bon, qu'est-ce qui se passe dans les régions, les grandes coalitions, les luttes régionales pour améliorer le système de santé. Moi, je me souviens de mes dossiers chouchou quand j'étais à Montréal, c'était le transport en commun. Mais oui, je voyais là vraiment quelque chose de très structurant. C'était de l'emploi, c'était des bons emplois, ça avait une portée écologique. Il y avait des pressions énormes pour continuellement augmenter les tarifs. On se battait contre ça. On trouvait que c'était contre-productif. On savait aussi que les sources de financement auxquelles avaient accès les sociétés de transport étaient relativement inéquitable et limité. Ça provenait des villes. C'était une fiscalité indirecte assez injuste, alors que c'était un service public. On a travaillé à développer les sources de financement. Alors, c'était les taxes sur le stationnement. C'était un peu comme ce qui se fait 20 ans après avec l'OREM, essayer de voir qu'est-ce qui se développe autour et quel profit une société de transport peut tirer en termes de ressources pour financer, pour améliorer le transport. Mais là, on est dans une activité syndicale, ou en tout cas qu'on pourrait qualifier de plus sociale que syndicale. Oui, c'est clairement le champ du sociopolitique. C'est clairement le champ du sociopolitique, mais par contre, ce que je retiens comme étant probablement le plus marquant de mes années au Conseil central, c'est la découverte du secteur privé. C'est l'appui aux luttes. Alors là, tu découvres des travailleurs, des travailleuses qui mènent des luttes parfois très dures. Là. Ça dure des mois et des mois. Là. Un exemple de ça à cette époque-là. Perkins, par exemple. C'est plusieurs mois de grève. Alors, tu sais, dans le secteur public, là, évidemment, le rapport de force est très différent. C'est pas un rapport de force financier, c'est un rapport de force de nature beaucoup plus politique, mais avec toute la panoplie de lois spéciales, disons que ça dure pas longtemps. On trouve ça terrible, on trouve ça très répressif. Mais moi, je vais vous dire, là, pouvoir fermer sa chope, là, c'est assez répressif, oui. C'est assez répressif aussi. Et je trouve donc là des gens très courageux qui mènent des combats extrêmement difficiles, et à participer à leurs assemblées générales, je vais découvrir à quel point ils sont proches de leur monde. La négociation, elle se déroule localement. Les gens sont beaucoup plus interpellés par les enjeux qui s'y jouent. Et ça contribue au rapport de force
et ça contribue aussi à garder un contrôle réel des travailleuses et des travailleurs sur ce qui se passe dans la négociation. Bien sûr, le secteur public, c'est une toute autre dimension. Ouais. On s'est battu pour négocier provincialement, pour avoir même des fronts communs, mais en même temps, ça m'a toujours fait réfléchir comment ne pas perdre de vue le défi principal qui reste d'intéresser les travailleurs, les travailleuses à ce qui se passe à la table de négociation et s'assurer tout le temps que ce soit elles et eux qui aient le plein contrôle sur l'évolution de leur négociation. C'est le dernier mot, finalement. C'est pour eux autres qu'on travaille. Voilà. OK. À ce moment-là, vous dites secteur privé, secteur public, ça représente au Conseil central de Montréal quelle proportion? À l'époque, je vous dirais que c'était autour de 60% public, 40% privé. Là. OK. Et donc, du Conseil central du Montréal métropolitain, vous devenez éventuellement, en 91, la vice-présidente de la CSN. La personne qui vous précédait, c'était Monique Simard. C'était Monique. Alors, Monique quitte au milieu d'un mandat et, mon Dieu, l'exécutif de la CSN me sollicite en me disant « Tu devrais y penser ». J'y pense et j'accepte de me présenter à la première vice-présidence de la CSN. Alors, évidemment, la première vice-présidence, il y a quand même des dossiers qui sont préassignés. C'est la coordination de toutes les négociations dans la centrale, négociations du secteur public. Ça, c'est pas facile. Ça occupe du temps. Et négociations aussi dans le secteur privé, mais là, c'est davantage organiser des réflexions avec les fédérations sur les nouveaux grands enjeux qu'ils peuvent rencontrer. Alors, tu sais, c'est beaucoup des colloques, de la recherche, mais c'est pas une table. Aussi. Oui, sans doute, mais c'est pas une table de négociation centralisée. C'est ça, on ne conduit pas une négociation, on ne se mêle pas de chacune des centaines de négociations qui se déroulent, mais on garde un œil sur les nouveaux enjeux, comment toujours être plus près, comment, à travers notre solidarité, partager nos expériences entre fédérations pour offrir continuellement un meilleur service au monde. Et faire avancer tout le monde. Mon arrivée à la présidence de la CSN. Vous êtes la première femme. Oui, je suis la première femme. Bon. Alors, c'est un défi particulier. Oui, c'est un défi, c'est plusieurs défis. C'est plusieurs défis. Alors, dans le sens où, au moment où je me présente, disons ça comme ça, là, je ne suis pas du tout le fruit d'une réflexion collective du comité exécutif pour redonner aux femmes la place qui leur revient dans les postes de pouvoir. OK? On n'est pas Gérald Darroze part en 99. Il a été là 16 ans. C'est une présidence marquante. Tout le monde est un petit peu en état de choc. Et puis, la journée même, Marc Laviolette, qui est un collègue à moi, qui est un autre des vice-présidents, décide, lui, sans autre forme de consultation, qui pose sa candidature à l'exécutif de la CSN à titre de président. Il a déjà en tête toute son équipe d'organisation. Puis, moi, je vais vous dire, je suis première vice-présidente. Je suis heureuse d'un dossier que j'ai. Les choses vont bien. J'ai un réflexe très fifille. J'ai pas d'ambition d'aucune façon pour la présidence. Puis j'appuie Marc, sans problème. 3 ans plus tard, disons que les choses ont un peu changé. Je considère qu'il n'y a plus la collégialité qui m'apparaît nécessaire au sein de l'exécutif. Un certain nombre d'orientations sont prises sans qu'il y ait de réels débats entre nous pour au moins mesurer plus correctement les enjeux, quelle influence ça risque d'avoir et sur le membership et sur la centrale.
À un point tel que, à la fin de ce mandat-là, j'ai pris ma décision, je ne me représente plus et je le fais savoir dans le mouvement. Et, aux surprises, là, on me dit un instant, là, nous aussi, on ressent exactement ce que tu ressens et tu dois rester et tu dois accepter d'aller à la présidence. Alors, c'est un revirement. C'est tout un revirement et je réfléchis, puis en fin de compte, j'annonce que oui, je vais y aller avec l'appui d'une majorité d'officiers, d'officières, de fédérations, de conseils centraux. Je suis pas naïf, là. Je sais que rien n'est gagné d'avance. Loin de là. Ce geste-là, c'est quelque chose de tout à fait rarissime à l'exécutif de la CSN. En 82, là, la CSN a 81 ans. Et en 81 ans d'histoire, une pareille affaire est arrivée une seule fois. Ça s'est produit au moment où Gérard Picard se porte candidat contre Alfred Charpentier, qui est le président sortant et qui continue, comme Marc d'ailleurs, à solliciter un nouveau mandat. L'événement unique, c'est ça. Là. Habituellement, il n'y a pas de contestation. Ben, c'est-à-dire que oui, il peut y avoir des contestations, mais disons une élection un peu sérieuse. Là, comme ça, là. C'est pas courant. Non, non, ça s'est vu, Picard, Charpentier, et puis moi. OK? Alors, je sais dans quoi je m'embarque. Et ça va pas être facile. Non, ce sera pas facile. Et je maintiens ma décision et j'y vais. Et bon, je gagne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, aujourd'hui, quand je réfléchis à ça, je me dis que il y a sûrement plusieurs raisons qui font en sorte que les femmes sont sous-représentées à l'intérieur de la centrale. Puis les choses, ça évolue pas d'un coup direct, là. Ça évolue tranquillement. Alors, il y a évidemment le fait que les femmes sont plus hésitantes, je dirais. Tu as besoin de te faire parler, tu as besoin de te faire convaincre que tu es capable, puis il faudrait vraiment que tu ailles. Ensuite, il y a une certaine absence de modèle de leadership féminin à la tête d'une centrale mixte, publique-privée, comme c'est le cas à la CSN. Et je dirais de ce côté-là, avait infiniment plus le profil classique d'un Michel Chartrand que moi, là. J'étais parfaitement consciente de la situation. Néanmoins, constatons le résultat au Congrès. Je suis élu. Le Congrès a fait les débats qu'il y avait à faire. Le Congrès a été confronté aussi à toute cette question des modèles de leadership. C'est d'ailleurs la référence à Chartrand. C'est d'ailleurs la première question qui m'est posée par un journaliste au moment où je viens d'être élu. Là. Qu'est-ce que vous allez faire? Quel type de leader? Et vous êtes un Michel Chartrand. Voilà, allez-vous incarner. Bon. Votre réponse à ça, c'était quoi? Ma réponse à ça, ça a été, écoutez, Chartrand a été un bonhomme extrêmement important. Et puis, loin de moi, l'idée de nier quoi que ce soit qu'il ait apporté au sein de la centrale, mais je suis moi. J'arrive avec mes idées, avec mes aspirations, avec mon expérience, avec mes dossiers. Michel a mené les batailles de son temps. Moi, je suis impliqué dans un certain nombre de batailles qui rejoignent beaucoup les femmes. C'est l'équité, c'est les garderies, c'est le régime d'assurance parentale. J'entends, bien sûr, donner suite à l'ensemble des dossiers de la CSN, mais faire une place importante aussi à ceux-là. Bref, je considère qu'il n'y a pas de modèle de leadership prédéterminé et puis qu'il faut être de son temps, il faut être soi-même. Et puis ça en prend un, vous allez l'incarner. Voilà. Un nouveau modèle. Voilà.
très intéressant. Mais c'est un rôle difficile à assumer parce qu'une fois, là, OK, vous avez le poste, vous êtes la présidente. Oui. Le lendemain matin, on fait quoi? Ben, le lendemain matin, là, j'ai quand même 11 ans d'expérience dans la centrale, là. Alors, je tombe pas des nues. Je prends la relève. Je suis pas en rupture puis en désaccord avec tout ce qui s'est fait avant, loin de là. Et je suis très déterminée à faire les débats là où ils doivent être faits et à me conduire comme étant la présidente de toute la centrale. Alors, fini les gangs électorales, je vais être la présidente de toute la centrale. Je m'entoure de gens qui provenaient d'une équipe, de l'autre équipe. Ça n'a pas d'importance. On a une job syndicale à faire et on la fait. On est ensemble. On est ensemble. Et je vais vous dire, dans les premiers mois où j'arrive à la présidence de la CSN, ça se passe en mai 2002, et en avril 2003, arrive Jean Charest au pouvoir. Et là, c'est la volonté de mettre fin au modèle québécois. Et puis, disons qu'il y a particulièrement les syndicats dans sa mire. Alors, je me souviens, au premier trimestre de son entrée au pouvoir, il dépose une flopée de 8 lois à caractère nettement antisyndical, a écrit désyndicaliser les gens dans les garderies en milieu familial, désyndicaliser les gens dans les ressources intermédiaires, réouvrir le Code du travail pour ouvrir tout azimut la sous-traitance, les PPP, et j'en parle. La réingénierie de l'État. La réingénierie de l'État. Ouais. Tout est là. Alors, bon. Évidemment, la réponse des syndicats, elle est assez violente. Avec raison. Oui, avec raison, tout à fait. Et on met en place notre fameuse campagne « Stoppons la démolition ». Et là, vraiment, on va reconnaître comme centrale une cohésion absolument exceptionnelle entre le secteur public et le secteur privé. C'est magnifique. C'est un mouvement unique, là. Oui, ça rapaille vraiment tout le monde. Et on va même, à l'époque, jusqu'à caresser l'espoir de pouvoir envisager ce qu'on appelle une grève sociale, c'est-à-dire une grève de protestation que tous les syndicats exerceraient, tout le monde ensemble, à un même moment, pour protester contre le modèle que veut nous imposer un Jean Charest et ses politiques néolibérales. Bon, évidemment... ça se produit, ça? Ça, écoutez, l'exemple historique qui me revient, c'est en 1976, au moment où il y a une lutte très importante contre la montée de l'inflation. Puis il y a le fédéral avec ses mesures pour vouloir contrôler l'inflation, contrôler les salaires, les augmentations de salaires à l'époque. Puis là, tu as une révolte assez large, OK, qui se vit chez nous, qui se vit à la CSN, qui se vit à la CSQ, à la FTQ, qui se vit dans d'autres provinces. Et là, tu as un mouvement de protestation, puis tu as une journée de débrayage, OK? Assez généralisé, assez généralisé, mais ça se passe en 1976. Puis je pense qu'il y a eu un autre exemple, ça remonte à la grève de Winnipeg, là, avant les années 20. Alors, OK. Donc, c'est rare. C'est rarissime, ça aussi. Et donc, ça ne s'est pas produit non plus ça ne s'est pas produit. Par contre, quand on a parti la campagne « Stoppons la démolition », on l'a fait dans la précipitation, au départ sur des bases CSN, et on a un des éléments marquants. On a convoqué une immense manifestation devant l'Assemblée nationale, une fin de semaine à Québec. On était au-delà de 30 000 membres. C'était pas rien, là. Ça donnait un peu la couleur de la protestation qui prévalait dans le temps.
Mais après, le gouvernement continuant dans ses mauvaises intentions. Évidemment, on n'était pas les seuls au monde là à être interpellés par ce contexte-là. Or, à la FTQ, à la CSQ, dans d'autres organisations syndicales, s'organisent des journées de protestation. Alors là, le diable est au vache, au port, sur les autoroutes, des blocages. Bref, ça bouge, ça grouille au Québec et embarque les groupes communautaires, les groupes environnementaux. Je me souviens, entre autres, la volonté du gouvernement Charest de privatiser le parc du Mont-Harper. Oui. Hein? Bon, alors ça a été une bataille extrêmement importante. Et bref, il y a eu une période de très forte opposition, où l'opposition était dans la rue, et ça nous amène, tout le monde ensemble, à proposer une manif de très grande envergure qui va se tenir le 1er mai 2004 au Parc Jarry, où il va y avoir au-delà de 100 000 personnes qui y participent. C'est un phénomène, c'est la plus grosse manif qu'il y a eu au Québec à ce moment-là. Et bon, disons-le, le gouvernement s'entête, passe un certain nombre de lois sous le bâillon, mais il sort de là passablement amoché et il doit ralentir le rythme, mettre de l'eau dans son vin, parce qu'entre autres, il va aller jusqu'à perdre le statut de gouvernement majoritaire. C'est vrai. Oui. Alors, bon, on a fait ce qu'on a pu, on a fait beaucoup de choses, on en est très fiers et je suis convaincu que ça a contribué à ralentir le processus et à nous éviter le pire. On n'a pas peut-être regagné bien des choses que Jean Charest avait décrétées, ou en tout cas, il y a des mouvements qui ont continué. Je vais y revenir, notamment dans les garderies. Vous allez voir, on va réussir à renverser la vapeur sur la loi qui avait enlevé le droit de se syndiquer aux travailleuses des garderies en milieu familial. On arrive en 2011, après tous ces beaux mandats, ces belles batailles, ces belles réussites, décider de quitter la CSN. C'est dans quel contexte que tout ça se passe? Ben, écoutez, c'était vraiment une réflexion programmée depuis très longtemps. Okay. En 2011, là, j'ai 65 ans. Okay. Et vous savez, j'ai vu tellement de monde quitter un peu amer des postes politiques que je m'étais toujours juré qu'il faut savoir partir. Et que le plus beau cadeau que tu peux te faire comme élu, c'est de quitter quand, bien sûr, la centrale va bien, que tu n'es pas inquiète pour son avenir, quand personne ne te met à la porte. Et j'ai profité de ce moment-là. Évidemment, c'est pas quelque chose que je claironnais des mois et des mois à l'avance. Non. Hein, t'annonces pas ça parce que c'est plus gérable. Oui, centrale, à partir du moment où tu fais connaître ton intention de ne pas ressolliciter un mandat. Mais pour moi, c'était la bonne décision. C'était la bonne décision. Après un certain nombre d'années à la présidence de la CSN, j'imagine qu'on n'arrête pas du jour au lendemain de militer, d'être convaincu de ses idées. On continue d'avoir des projets, on continue de s'investir. Vous êtes investi dans toutes sortes de choses. Bien sûr, mais disons que c'est une grande liberté. Oui. C'est plus une job à 60 heures, 65 heures par semaine. C'est un horaire que vous choisissez. Tu dis non, c'est un début, c'est une fin. J'ai maintenu toutes sortes d'implications. Écoutez, j'ai fait de la chronique dans les journaux. J'ai été nommé commissaire à la commission qui a dressé le bilan de la fameuse crise étudiante de 2012. Okay. Alors ça, j'y ai passé un peu de temps. Une bonne année. Et ensuite de ça, je me suis retrouvé au Oui Québec, une coalition essentiellement formée
par la société civile en faveur de l'indépendance. Après plusieurs années dans le monde syndical, quand vous regardez aujourd'hui, quelles leçons on peut tirer? Est-ce qu'on a appris quelque chose? Oui, je pense qu'il y a des choses qui sont transmises. Écoutez, les 3 dossiers sur lesquels j'ai insisté, ils ont une caractéristique en commun. On est arrivé à réunir dans une même bataille à la fois l'action revendicative en faveur des conventions collectives et une action plus large pour améliorer le cadre législatif. Okay? Alors, un heureux mariage du premier front et du deuxième front. Et ça fait boule de neige. Qu'on se rend compte à quel point l'action syndicale peut avoir un impact, une influence, puis nous amener des nouveaux programmes, des nouvelles batailles gagnées. C'est vraiment intéressant de voir. Moi, j'ai accompagné les revendications à connotation plus féministe, si on veut, mais je m'inspirais d'autres batailles qui avaient été menées de façon très dure par mes prédécesseurs. C'est très intéressant la discussion que nous avons eue, Mme Carbonneau. Je vous remercie. Merci. Énormément. Ça m'a fait plaisir.